Donc, je vous rappelle le programme de l'après-midi. Donc, on entame cet après-midi avec cette question de la mobilisation du design dans une perspective de montée en gamme qui a été discutée ce matin, puisque notre ami Michel Giquel, d'accord, qui n'a pas pu rester cet après-midi, discutait de l'intérêt de la montée en gamme ou de sa réalité, en disant, en substance, oui, on en parle, mais finalement, bon, il y avait une petite réserve de son point de vue. Alors là, c'est intéressant de voir, la réaction étant de dire, oui, mais les entreprises, les dirigeants d'entreprise en tout cas, en parlent, semblent être motivés par ce souci de monter leur image, et en particulier dans des secteurs dans lesquels, et dans les services, on a des choses aussi larges que dans le bas de gamme de qualité, des choses comme McDonald's ou Ikea, qui, l'un comme l'autre, aiment à mobiliser le design dans des univers de services complètement différents pour justement se projeter vers une clientèle susceptible d'apprécier finalement quelque chose qui serait une montée en gamme. Après cette première intervention d'après-midi, Brigitte Borja et Yves Vogler, qui se préparent actuellement, car passant après Édouard François, ils se sont dit qu'il fallait quand même travailler un tout petit peu pour être bien sûr de tenir à distance, travailleront sur design management et design de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, nous aurons cette seconde table ronde, cette fois-ci, enfin, si je puis dire, table ronde, enfin, elle est ovale en tout cas, sur l'acte esthétique et le design. Et Baline Saint-Giron et Simon Niecks, eux, à défaut de préparer, sont en train de terminer leur repas, puisqu'ils étaient moins contraints par le temps, et profitent un tout petit peu des bienfaits des restaurants du coin. Je vous passe la parole, sachant que nous aurons un peu plus tard José Aliel, qui lui aussi termine son repas avec nos amis Saint-Giron et Niecks, qui terminera la journée sur la notion d'ambiance et en particulier sur le design de l'immatérialité en prenant bien évidemment les expériences, en mobilisant les expériences réalisées dans le cadre du Club Med. Intéressant pour finir. Partir sur les vacances, c'est plutôt pas mal. Donc, merci beaucoup, merci pour cette introduction. Et moi, je suis très heureux en fait d'être parmi vous. J'ai malheureusement loupé les sujets du matin. Je pense que je vais avoir 0, mais ça m'intéressait pourtant fortement. Et j'imagine, et malheureusement, mais vous me ferez un compte rendu. En fait, l'intérêt sur ce genre de sujet, bien entendu, ça peut surprendre d'inviter McDonald's dans un forum comme ça où on parle de la montée en gamme et les a priori qu'on peut avoir sur cette enseigne à laquelle j'appartiens depuis maintenant pratiquement 12 ans, après en fait avoir eu une expérience pas du tout celle-là, en fait. Et chez McDonald's, on ne prétend pas faire des prix de Rome, ça je vous l'assure. On est vraiment plus basique. Et malgré tout, en tant que maître d'ouvrage et travaillant pour les services, on essaye de développer une activité qui méritait d'être vue et corrigée. Je vous donne quelques grandes lignes, mais je pense que l'enseigne est déjà bien connue. McDonald's, moi je suis responsable en fait de l'image et du développement pour l'ensemble de l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui, c'est 43 pays. C'est le plus gros contributeur de la marque au niveau mondial. Plus de 40% de l'operating income, sachant qu'on a 6400 restaurants sur un parc mondial de 30 000 environ. Donc vous voyez, la part du nombre de restaurants comparé à ce qu'on apporte à l'enseigne est significatif. Une marque, donc son premier restaurant ouvert dans les années 50 et aujourd'hui, donc si vous prenez la France, un peu plus de 1100 restaurants à la date d'aujourd'hui. Les pays majeurs, France, Allemagne, Angleterre, le développement ayant démarré sur l'Allemagne et l'Angleterre notamment au tout début des années 70. Alors McDonald's, quand on est arrivé en France, avant 92, c'est des magnifiques endroits. En fait, la stratégie, c'était d'attraper les meilleurs sites type brasserie des centres-villes et de développer à fond les centres-villes où on avait des poches de marché et des poches de clientèle. Le style, à l'époque, encore une fois, c'était de garder cet esprit un peu de matériaux nobles, le bois et le marbre notamment. Mais par contre, au niveau du sol et du plafond, alors là, on faisait pas mal d'économies. Mais c'était quand même en fait de commencer à donner un caractère un petit peu chaleureux. En reprenant, comme je dis, les codes des brasseries. Et puis très vite, quand le développement s'est accéléré, il a fallu, pour un budget qui augmentait, mais pas
à niveau de ce qu'on aurait voulu faire, de commencer à restreindre. Et puis on a commencé à parler du terme moderne actuel de local relevance. On a commencé à dire chez McDo, il faut s'adapter au tissu local, il faut être parfaitement en adéquation en fait avec le lieu où on s'installe. Et là vous avez un magnifique restaurant à Besançon, ville bien connue pour son horlogerie. Et donc le restaurant est décoré sur le thème de l'horlogerie. Et vous allez trouver ça dans la plupart des villes de France et d'Europe où on essayait de caler à l'identité locale. Un peu après, on a commencé le déco à thème. Alors on a commencé à faire, je ne sais pas si c'est pire, mais c'est pas mieux. 96, pareil, on réduit les budgets, on lance un gros travail sur les bâtiments solos. Et on devine une thématique, là la mer avec le saumon, là le sport avec des couleurs bien typées. Et puis 96, on dit qu'il faut peut-être un peu remettre d'argent dans le système. 96, je vous rappelle, c'est la vache folle, la crise de la vache folle. Donc à ce moment-là, deux stratégies. Une stratégie qui est de dire on va perdre des clients, donc il faut absolument bloquer les budgets et ne plus communiquer du tout sur le bœuf. C'est la stratégie qui a été développée notamment en Allemagne et en Angleterre. Et en France, au contraire, on dit on va remettre de l'argent dans les restaurants, il faut que nos clients reviennent et apprécient le lieu. Et on va aussi communiquer sur les filières et on va faire la promotion de nos filières alimentaires dans lesquelles on croit, puisqu'on a mis en place depuis plusieurs années un système de traçabilité qui nous permet de garantir l'origine et la qualité des produits. On briefe nos architectes actuels et on leur dit voilà, on vous donne du budget supplémentaire, vous étiez très contraints jusqu'alors, on vous donne du budget supplémentaire. Malheureusement, le système étant très, très raide et rigide, le cahier des charges reste aussi, lui, très raide et rigide, et par conséquent, avec 20, 30, 40% de budget en plus, nos architectes se trouvent vraiment contraints à ne proposer que des solutions, comme vous le voyez, qui ne sont pas d'une très, très grande évolution par rapport à ce qu'on faisait avant. On a un petit peu plus de cuir qu'avant, mais enfin, globalement, quelques modénatures au sol, un peu d'exercice en plafond, quelques luminaires suspendus, mais c'est quand même pas non plus la révolution. Et à ce moment-là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le président à l'époque de McDonald's France, de Nienquin, et Jean-Pierre Petit, qui était son bras droit pour toute la partie image, se disent il faut qu'on accélère plus que ça, il faut un changement radical. Qui dit changement radical, nous changeons les équipes en place et nos équipes d'architecture et de design, et on va faire appel à des gens qui ne connaissent pas du tout l'enseigne. Et en les briefant, et sur cette approche-là, moi je démarrais à ce moment-là dans l'enseigne, donc j'étais au bas de l'échelle du développement et de la construction, mais l'intérêt, ça me faisait vraiment penser au grand concours d'architecture, si je peux me permettre. C'est-à-dire, on fait un brief qui est assez... qui correspond en tous les cas à ce qu'est la marque, et en disant que bien entendu, quel que soit le cabinet qui va répondre, s'il ne répond pas conformément au brief, il ne sera pas retenu dans la sélection finale. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, les cabinets qui ont été retenus, c'est ceux qui ont été complètement à l'opposé du brief. Moi, je me rappelle du ministère des Finances, ou des choses comme ça, ou notamment par rapport à l'enjambement de la voie sur berge, c'était soi-disant interdit. Finalement, on sait ce qu'il en a été. La Bibliothèque de France, avec les livres qui devaient être enterrés, qui se retrouvent finalement dans les tours. Enfin, bon. Tout ça, ça permet de voir quand même que la direction qui était en place avait une vraie volonté de casser les codes et de passer sur un autre système. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, comment en fait upgrader, on va dire, la marque et monter en gamme, c'était vraiment une volonté. Donc au-delà de dire on va simplement mettre un peu d'argent, c'est aussi on va changer notre méthode de travail. On va changer éventuellement nos fournisseurs. Le système, à l'époque, le parc avait 700 restaurants, donc les franchisés, puisque l'enseigne en France notamment a plus de 80% de franchisés, les franchisés, les fournisseurs, tout ça, ça faisait une belle famille. Il était un peu difficile de changer les choses si on ne changeait pas radicalement le principe de fonctionnement. Donc à ce moment-là, le premier truc, c'était de se dire, regardons, et c'est ce que je pense qui s'est passé un peu ce matin, regardons ce qui se passe autour. Arrêtons de nous regarder le nombril, arrêtons de regarder ce qu'on fait, arrêtons de dire qu'on doit faire mieux qu'avant, ne nous regardons plus, regardons ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, c'est ça. Ce qui se passe dehors aujourd'hui, nos clients, parce que vous parliez d'IKEA tout à l'heure, j'ai adoré le parallèle, parce qu'en fait, nos clients, c'est les clients qui vont là. Nos clients, c'est ceux qui vont là. Et donc, ou là, ou en face. Donc je veux dire, nos clients, ils vont partout et ils sont exposés à ça. Et la vie aujourd'hui, la rue aujourd'hui va beaucoup plus vite que McDonald's.
faut le reconnaître, vu la masse aussi, on est des petits entrepreneurs, mais on a beaucoup de restaurants. Donc globalement, pour faire bouger un système, il y a malgré tout un peu d'inertie, c'est quand même un gros bateau, même si c'est des petites unités. Et ces gens-là, ils vont beaucoup plus vite que nous. Vous parliez d'Accor tout à l'heure, quand Accor lance un programme d'upgrading et ou même de retransformation ou de séparation de sa marque, avec la création de Primano, ça va quand même relativement vite. Et nous, malheureusement, alors ça va peut-être pas aussi vite que JTL le voudrait, mais en tous les cas, ça va relativement vite. Nous, c'est beaucoup plus long. Donc il fallait vraiment un effet fort. Et partant du fait que 84% en fait, des gens sont soumis à des stimulus d'abord visuels, il fallait vraiment créer un changement radical dans ce qu'on offrait en visibilité à nos clients. Dans le même temps, on sait que 8% en fait, de la publicité augmente chaque année, du budget publicité. Et nous, notre première source de publicité, c'est d'abord nos restaurants. Donc le problème que nous avions à l'époque, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on offre comme expérience dans nos restaurants? On n'avait pas. En voyant de ce qu'on avait, il n'y en avait aucune. Donc le principe, c'était un principe simple, et je pense que aussi qui a été abordé ce matin, c'était de dire, nos sens réagissent en fait à de l'émotion, et cette émotion crée de l'expérience. Et c'est ce qui nous reste après chaque moment passé dans des endroits fabuleux, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc encore une fois, partant de l'idée maître que nos restaurants représentent l'enseigne et sont la vitrine de l'enseigne, utilisons ces restaurants pour retravailler les concepts de la marque. Alors les fondamentaux de la marque, vous les connaissez, j'imagine. L'idée que, je les ai en anglais, mais enfin, l'idée que c'est une expérience qui se veut un peu agréable et fun, qu'on est malgré tout le restaurant de la famille et des enfants, pas seulement, mais c'est quand même un lieu de convivialité, qu'on espère qu'une expérience chez McDonald's se fasse la plus simple possible et soit très très pratique dans son utilisation. Et puis sur le goût, alors là, moi c'est facile parce que je viens après votre déjeuner, donc je peux y aller. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un goût particulier, il y a cette idée de douceur, de sucré, qui remet une expression qu'on utilise beaucoup chez nous sur la playful nostalgia, le fait de se dire que quelque part on est tous des enfants et on garde un côté très enfant chez nous. Et aller chez McDo, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de race, il n'y a pas de niveau de vie, tout le monde se mélange, on mange avec ses mains. Et les enfants sont assis à la même table que les adultes. Et au niveau des codes, on casse tous les codes habituels de la famille. Et pourtant, c'est là où la famille se retrouve et les groupes se recréent. Donc le goût du sucré aussi, c'est quelque part, c'est retrouver au travers de ce goût qui est propre à l'enseigne, enfin à la marque, retrouver quelque chose de notre enfance. Alors la vision simple qui a été appliquée, qui a été utilisée pour le brief de cette montée en gamme, c'était de dire n'essayons pas d'être ce que nous ne sommes pas. Donc définissons déjà clairement ce que nous sommes et ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu de vie simple, du quotidien. On fait partie du tissu local, on fait partie de la vie des gens. Qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, il y a un McDo au coin de la rue, donc quelque part, c'est comme la poste, on passe devant et on ne peut pas y échapper. C'est des moments simples, c'est des moments agréables, et l'idée, c'est vraiment d'en profiter au gré de ses envies, et de ne pas être obligé d'y aller, même si parfois les enfants poussent un peu derrière. Les drivers, si je peux parler ainsi, en fait, du brief, c'est de se dire, soyons aussi modernes que nos petits collègues de la rue, travaillons sur une meilleure perception de la qualité de nos ingrédients, de nos process et de notre ambiance, de notre environnement. Prenons en compte la diversité de nos consommateurs. Nos consommateurs sont vraiment divers, ils viennent à différents moments, et le même consommateur peut venir en état d'esprit dans des configurations totalement différentes. Il peut venir tout seul à midi dans un break très très court et manger sur un coin de table, il peut venir en famille, il peut venir avec des copains, il peut venir à la sortie du sport, passer en voiture, mais son état d'esprit et sa disponibilité par rapport à la marque vont être complètement différentes. Donc il faut savoir s'adapter à ce même consommateur et à tous les autres. L'environnement, je pense que tout le monde aujourd'hui est très concerné par ce dossier et d'avoir en tous les cas un fonctionnement global qui intègre à 100% la démarche environnementale, que la destination, comme je l'ai dit, reste un lieu de plaisir et qu'on reste en permanence à l'écoute du client. Donc de trouver des moyens, et on le verra un tout petit peu plus tard, qui nous permettent d'améliorer ce contact avec le client et cet échange avec le client. Ça, c'était le brief. Et donc,
encore une fois, par rapport à cette idée de diversité, de se dire, au lieu d'essayer, comme on l'a été très longtemps, un restaurant pour tout le monde, essayons plutôt de cibler pour être un restaurant pour chacun, que chacun y trouve son compte. Au lieu d'essayer d'être une cantine, essayons d'être un restaurant plus segmenté. Alors, je disais tout à l'heure, nos restaurants, c'est sans doute nos meilleures campagnes de pub, sans doute nos meilleures vitrines, et c'est sûr que quand on voit cela, on peut en douter. On peut en douter, alors surtout quand on compare encore une fois à ce qui peut se passer ailleurs, où là, on a un vrai effort d'intégration, de simplicité, de pureté, et en même temps, quelque chose de vraiment, je peux dire, show-off, mais tout en restant très 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 propre, très très pur. Alors on n'est pas Apple et on n'est pas Chanel, mais donc le brief sur l'extérieur, je vais commencer par ça, c'était vraiment d'essayer de créer une image homogène. Vous le voyez sur ces quelques images, on ne l'était pas du tout. Seul le nom peut-être restait le même, mais le reste c'était un peu incohérent. Une image qui soit unique et qui soit propre à la marque et qui témoigne d'un vrai engagement de l'enseigne à monter en gamme. Et esthétiquement, on parlait de l'environnement, justement, d'avoir une esthétique qui soit responsable, et quand je dis responsable, c'est sans doute moins agressif, plus intégré, et moins flashy, comme on pouvait le voir sur la photo du bas. Alors la première, le parc de restaurants, la partie du parc de restaurants le plus important, c'est nos bâtiments solos. Donc le travail a été fait de reprendre l'ensemble des matériaux, et d'essayer de créer une signature qui nous soit propre et qui soit commune à tous les types de restaurants. On a coutume de dire que tous les McDonald's se ressemblent. Malheureusement pour moi, malheureusement non, parce que ça nous donne beaucoup plus de boulot d'adaptation. Mais en tout cas non, il y a un héritage qui est fort en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais qui est fort en Europe, c'est ce toit mansardé. Donc ce toit mansardé, l'idée était de dire, essayons de le conserver, parce que malgré tout, c'est une icône. On a d'exemples. Prenez l'exemple de Coca, par exemple, qui a travaillé très, très longtemps et depuis des années sur le packaging en fait, de ses bouteilles. Et ils ont clairement mesuré, les gens de Coca, que entre toutes les évolutions qu'ils ont eues sur ce packaging, ils ont à chaque fois un peu perdu. C'est pour ça qu'ils ont tendance à revenir aussi, quel que soit le matériau, à revenir un peu sur la forme, d'une manière ou d'une autre, parce qu'à chaque fois qu'ils s'en éloignent, ils perdent des ventes mécaniques. Donc l'idée, c'était de se dire, n'allons pas trop loin, essayons d'abord, avant de tout casser, essayons de moderniser cette image et de la rendre un peu plus agréable, en tout cas dans son insertion, que pouvaient l'être les anciens bâtiments assez cheap que je vous ai montré tout à l'heure. Cette démarche, j'insiste 30 secondes parce que c'est intéressant parce qu'elle est complètement opposée à la démarche US. Aux US, les Américains ont décidé de carrément raser l'image extérieure de leur restaurant. Et donc vous ne trouvez pratiquement plus de toiture mansardée aux États-Unis. Ils sont partis sur un format un peu plus parallélépipédique, assez basique, assez simple, toujours assez flashy malheureusement, mais en tous les cas, eux ils ont pris le parti de dire nos clients nous reprochent cette image, ils vivent un peu négativement le fait de passer sur ces vieux bâtiments, autant les changer et passons sur autre chose, et créons une autre histoire. En Europe, on a pris un autre parti. Par contre, ce qu'on a essayé de développer, c'était de se dire, bien évidemment, on doit s'intégrer aux contraintes locales, on peut imaginer des sites qui sont assez petits, en surface au sol, on va être obligé de faire des bâtiments à étages, trouvons une image qui nous permette de retrouver ces codes matériaux, couleurs et signalétiques, qui soient communs, et donc on considère que tous ces bâtiments sont de la même famille. On peut aussi imaginer que sur un plan plus urbanistique, le mansard roof ou certaines pentes sont interdites. Proposons une alternative qui permette de répondre dans ces cas-là et donc d'éviter de créer une multitude de bâtiments. Et puis ensuite, ça ne s'arrête pas que bien entendu aux bâtiments nouveaux, c'est aussi sur les bâtiments existants. Comment faire pour retravailler ces bâtiments en allant vite, on en parlait tout à l'heure, et sans perdre trop de temps, sans forcément demander et faire appel à des longues procédures de demande de permis de construire ou autre. Comment faire pour essayer de retravailler sur l'aspect extérieur et de retrouver nos codes couleurs. Mais ça ne s'arrête pas au bâtiment solo. Ce travail s'est fait aussi, bien évidemment, sur nos centres-villes, qui étaient en moins grande quantité, mais tout de même. Donc l'idée, pareil, retrouvons nos codes couleurs. Vous avez vu le vert foncé, le bois, et puis au niveau des enseignes, réduisons le nombre des enseignes. Et sur ce travail,
je vais vous citer juste l'exemple de ce qui s'est passé avec les ABF à Paris. Il y a environ 8 ans, nous avions des opportunités de développement dans certains arrondissements de Paris, systématiquement toqués lors des procédures par les ABF, qui ne voulaient plus nous voir. Et quand on fait l'historique, les architectes des bâtiments de France, donc pour tous les secteurs sauvegardés, excusez-moi. Et quand on fait un peu d'historique, pour moi c'est facile parce que j'étais pas là à l'époque, mais c'est vrai qu'on avait une attitude un peu rebelle et un peu à la hussarde, en demandant des autorisations de travaux ou des permis de construire pour mettre en place certaines signalétiques, et en mettant 2 fois plus. Après. Et avec des couleurs que vous connaissez tous. Donc, moi je ne prends plus la rue de Rivoli, là il y en a un qui va être refait bientôt, mais je ne peux plus le voir celui-là. Mais en tout cas, quand on se représentait devant un ABF avec un dossier, quel que soit ce dossier, il ne voulait plus le voir. Il disait, de toute façon, quel que soit l'avis que je vous donne, vous allez faire comme vous voulez. Alors, donc, on a beau avoir des amendes ou autres, à l'époque, ça ne nous dérangeait pas. Donc là, l'idée était de dire, déjà, c'est pas McDo qui va aller voir l'ABF, qui va aller voir les ABF. Ça va être un designer extérieur qui va aller travailler avec eux pour définir l'image que nous allions appliquer à nos centres-villes. L'enseigne n'était pas du tout dans l'histoire. Donc sur cette démarche, déjà, ça les a un peu interpellés, parce qu'ils pensaient qu'on allait les voir pour demander de mettre plus d'enseignes sur nos façades, et en fait, notre architecte leur a dit, mais vous voyez, moi, ce bâtiment-là, je vais réduire de 50% le nombre des enseignes. Par contre, il faut que vous m'aidiez pour qu'on les place aux endroits les plus judicieux. Au départ, la relation était peut-être un petit peu frileuse, avec beaucoup de, je pense, de doutes et de méfiance, et puis petit à petit, en fait, les relations se sont créées, les différents départements des architectes bâtiments de France, des différents arrondissements se sont même entre eux plus concertés pour définir un standard sur les restaurants parisiens. Et derrière, on a vraiment défini une stratégie de reimagining, et pratiquement tous les restaurants des centres de Paris avaient été refaits. D'autres ne l'ont pas été, comme celui de Rivoli, qui était plus compliqué sur un problème plus patrimonial qu'en fait administratif. Donc tout ça pour dire que l'intégration dans le tissu, c'est une vraie volonté, et c'est pas juste fait pour faire joli. C'est vraiment une volonté de l'enseigne. C'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, parce que il y a 20 ans, on n'était pas connu. Donc il fallait être show-off pour être vu. Aujourd'hui, on fait partie de la vie des gens, les gens nous connaissent, on n'a pas besoin d'en rajouter. Il faut au contraire que passer devant un McDo, ça soit plutôt calme, sympa, qu'on a envie d'y rentrer, et qu'on n'ait pas envie de changer de trottoir. Même travail, bien évidemment, sur les espaces commerciaux. Et pour ça, aujourd'hui, le travail notamment qui a été fait à la Défense, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir le restaurant qui est juste en face, des exemples comme ça, alors ça à l'époque c'était un flagship, il a été ouvert il y a 4 ans, mais dans le projet de réinvestissement global du centre, c'est des vitrines fantastiques parce que ça crée des passerelles avec l'ensemble des pays. On a ouvert un restaurant avec le même concept intérieur il y a à peu près 1 an en Suède. Et en fait, l'investisseur du centre commercial en question, on s'est implanté en Suède, a juste découvert McDo ici. Enfin, McDo, cette qualité de design ici, en venant ici, véridique. Et il est rentré dans son pays, et il a été voir nos collègues suédois, qui à l'époque ne voulaient pas du tout entendre parler de ce genre de décor, qui coûtait beaucoup d'argent, et a dit, mais si vous voulez venir dans mon centre, c'est avec ça, ou sinon, ça ne sera pas vous. Donc quand vous êtes mis un peu sous la pression comme ça, vous n'avez pas trop le choix. Donc nos collègues suédois, en travaillant avec nous, ont fait des efforts, et depuis en fait, on a le décor que vous avez à la Défense, on l'a dans à peu près 50 emplacements répartis sur toute l'Europe. Et d'ici 6 mois, 2 vont ouvrir avec ce concept à Manhattan. Alors pareil sur les extérieurs, même travail d'essayer de retrouver des codes couleurs qui sont ceux des bâtiments que vous avez vus tout à l'heure, retrouver de la cohérence et une consistance sur les matériaux et les couleurs. Et rien que sur ça, j'ai pensé que vous pouviez avoir un petit ils sont quand même... Parce que imaginez bien qu'aujourd'hui, ça c'est rouge. Le passage du rouge au vert bouteille, pour les Américains, c'est quand même pas gagné, hein. Donc en Europe, c'est dedans. Là, j'ai un restaurant qui va ouvrir à Singapour, qui l'a aussi, mais aux US, c'est pas encore fait. Pour vous dire à quel point ça va, vous voyez toutes les pubs McDo aujourd'hui, en principe, la pub se termine et on a le petit carré rouge avec le logo jaune. La future campagne McDo qui va arriver début novembre sur les écrans,
ça sera ça. Ça aussi, je peux vous assurer que dans une boîte comme la nôtre, où le rouge et le jaune ont été mis vraiment au panthéon des couleurs iconiques ou emblématiques de l'enseigne, c'est un gros changement. Et ça avance. Alors passons maintenant un petit peu à l'intérieur, si vous voulez bien. Donc en Europe, le principe, c'est un catalogue de décors standards qui intègre des solutions en fait pour chacun. Je vais les passer très très vite en revue. C'est juste pour vous donner un petit goût de ce qui se fait. Tout ça, c'est des décors plus en standard. Celui-là, c'est un exemple de celui que vous avez en face. Le côté un peu amusant de ce décor, si je m'arrête 30 secondes, ce décor qualité, qu'on appelle qualité, qui est là-bas, on dit que c'est un concept bavard. Parce qu'en fait, on a envie que ça soit une ambiance, un environnement qui parle de nous. On est un petit peu, des fois encore un peu égocentrique, mais ça parle de nous. Tout ce qui est écrit là, c'est pas du blabla. C'est vraiment nos process. Ici, on vous explique le poulet qui est utilisé, combien de temps ça met pour un poulet grandi, quelle partie de viande on utilise, quels œufs, d'où ils viennent, le grammage des nuggets, 22 grammes. Tout ça, ça parle de nous, ça parle de nos produits. Vous avez ces messages ici. Ici, ce sont nos outils. Ça, c'est l'appel à frites. Ça, c'est le couteau à frites. Ça, c'est le couteau à bœuf, pardon. Le pistolet à sauce. Et ça, le couteau à salade. Donc, et pardon, j'en ai oublié un. Je vais revenir juste. Ça, c'est le couteau à nuggets. Donc, utiliser en fait nos outils dans nos restaurants pour parler de nous, sans parler de nous. Et très honnêtement, je vais vous dire, chez McDonald's, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce sont nos outils. Hein. Donc, comme quoi, toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Au niveau de l'ambiance, que ce soit au niveau des graphiques ou de l'aménagement, c'est aussi une manière de promouvoir la fraîcheur et de promouvoir les produits. C'est le fameux resto en Suède dont je vous parlais tout à l'heure, ça. D'autres concepts qui sont un peu plus, on va dire, familiaux et un peu plus conventionnels. Ici, un tout nouveau qui, en fait, fait vraiment... c'est un concept qu'on appelle Easy et qui reprend le principe de Wagamama, que vous devez... certains d'entre vous doivent peut-être connaître, qui est une enseigne qui fait surtout de la nouille chinoise, qui est très très implantée en Angleterre, et dans le reste du monde aussi, mais beaucoup en Angleterre, et qui utilise beaucoup un principe de table commune. Recréer de la convivialité dans le lieu, recréer de l'échange, recréer de la connexion entre les différents consommateurs, et avec des grandes tables, on ne le voit pas très bien sur les photos, mais qui sont très très larges, et donc et cette idée un peu de lumière de table d'étudiants ou de bibliothèque fait en sorte que vous pouvez être assis en face de quelqu'un sans pour autant être obligé de le regarder dans les yeux, et c'est juste ce fil qui crée une barrière entre vous. Vous permet de rester tranquillement à manger votre repas, partager votre repas, ou bien engager la conversation avec la personne qui est en face de vous. Dans ce décor-là, par exemple, cet aménagement, 70% du sitting de l'aménagement est avec des tables communes. Aussi, quand on parlait tout à l'heure de volonté en fait, du management de bouger les codes, ça je peux vous assurer que pour les vendre aux exploitants, c'est sérieux, hein. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient ça? La première crainte, c'est de se dire, mais les gens vont jamais s'asseoir l'un à côté de l'autre comme vous êtes là. S'ils ne se connaissent pas, ils vont prendre une table comme ça, et les autres, ils vont aller s'asseoir ailleurs. Et donc, je vais perdre sur mon optimisation en fait, d'accueil du public et des clients. Et donc, tout ça, ça me coûte beaucoup d'argent. En fait, je vais être capable de servir que la moitié des clients pour le nombre de places dont je dispose. Totalement faux. Totalement faux. Toutes les études aujourd'hui montrent que justement à partir du moment où on a un signal qui est fort si on le fait à moitié, ça ne marche pas. Si on saupoudre un petit peu, ça ne marche pas. Mais à partir du moment où on dit aux gens, on leur dit la vérité, on dit ce lieu, vous allez être accueillis comme ça. Et il n'y a pas d'autre, vous n'allez pas avoir votre petite table tout seul, c'est ça le lieu. Les gens adhèrent, et ceux qui n'adhèrent pas, ils ne viennent pas, mais ils vont ailleurs, où ils retrouvent d'autres codes. Mais on préfère des gens qui utilisent à 100% l'espace et qui se l'approprient, comme vous le voyez là, c'est pas du montage, c'est vraiment ça. Vous regardez cette photo, c'est vraiment extraordinaire, la personne qui bosse, ils sont en train de bosser tous les deux autour d'un document, qui s'approprie le lieu, qui joue avec le lieu, qui joue avec le mobilier, qui utilise différemment des choses que même on n'avait pas imaginées. Ça nous plaît, c'est ça qu'on a envie de promouvoir.
On parlait d'environnement tout à l'heure, vous avez peut-être parcouru ça dans la presse, le concept qualité sur la nourriture que vous voyez tout à l'heure se décline sur un esprit lié à l'environnement. Donc pareil, on parle de qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les bonnes pratiques environnementales, si tant bien qu'il en est chez McDonald's, l'empreinte carbone de nos bâtiments, sur quoi on consomme, comment on applique ou on essaye d'être en conformité avec Kyoto, combien, alors vous ne voyez pas très bien là, mais peut-être que j'ai une dia avec, les messages, tous les messages graphiques qui aménagent le restaurant, qu'est-ce qu'on fait de nos cartons, qu'est-ce qu'on fait de nos emballages, la filière bois, comment on l'exploite, tout ça, on communique dans nos restaurants. On utilise nos restaurants comme des vecteurs de communication de ce que fait l'enseigne. Et en essayant de le faire aussi qualitativement que possible pour monter de gamme. On parlait des clients, bien évidemment, ça ne peut fonctionner que si ça s'accompagne d'une montée en gamme aussi pour les équipes. Alors McDo est très souvent, régulièrement critiqué, on paye mal, le travail les emplois précaires et autres. On parlait d'a priori, il n'y a pas d'emploi précaire, c'est du temps partiel, mais la majorité des cas, c'est à contrat à durée déterminée, parce que déjà, on a beaucoup de mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc quand on en a, on veut les garder, donc on les embauche. Et donc sur leur lieu de vie, on essaye, pareil, de leur donner un confort qui est au moins égal du confort qu'on donne à nos clients. Et sur l'espace, pourquoi? Parce que déjà, un équipier qui est bien dans ses baskets, il ne va pas faire la gueule au client quand il va le voir, et puis surtout, il va le servir, il va être content de le servir. L'expérience, on sait comment l'expérience peut être dramatiquement négative quand on est mal servi, on l'a tous vécu, et moi le premier, et dans nos restaurants. Et donc c'est vraiment ça met l'expérience dans nos restaurants complètement par terre, surtout quand vous en espérez un peu plus. Et puis dans certains cas, il faut faire un peu gaffe avec les équipiers quand même, hein. Celui-là, avec le nom qu'il a, moi, j'irais pas trop le chatouiller, hein, mais bon. Alors, au niveau du retour, parce que c'est quand même ça, c'est bien beau de faire des beaux espaces, de changer complètement les codes de la marque sur les couleurs, sur les matériaux, mais c'est quoi le retour pour nous? Je vous ai montré la première dia tout à l'heure. Moi, ce qui nous intéresse, c'est comme aussi, on n'est pas philanthrope. Hein. Alors, cette stratégie, ça marche quand même plutôt pas mal. Hein. Parce que comme vous le voyez, jusqu'à 2002, le gros du développement de l'enseigne, il s'est fait sur les nouvelles ouvertures. Sur les ouvertures, enfin les nouveaux restaurants. Donc c'est là qu'on dégageait la majeure partie de nos résultats. Et puis le problème de cette stratégie, vous l'avez peut-être entendu parler dans la presse à l'époque, c'est un peu une fuite en avant. C'est-à-dire que vous développez le business, mais juste parce que vous ouvrez des nouveaux restaurants qui se cannibalisent les uns avec les autres. Mais en termes de richesse créée, c'est pas très performant. Donc les indices financiers nous ont vite rattrapés. Et donc quand c'était là, l'action elle était quand même à 15-16 $. Hein, alors qu'on venait de 80 en 98, qu'on avait split à 40. Enfin bon. Donc on a été sévèrement quand même sanctionné. Donc la direction de l'époque a dit on arrête. Donc brusque arrêt des ouvertures, alors pas tout à fait, mais significativement. Beaucoup de gens aussi allaient faire autre chose, mais en tous les cas, pareil, radicalement, un changement de cap. Et de dire, le budget qu'on mettait à l'époque dans nos restaurants, on va en garder une petite partie pour nos actionnaires, qu'on va redonner quelque part en dividende, mais aussi, on va, pour assurer aussi les marchés, mais on va surtout récupérer la plus grosse partie de ce budget pour les réinvestissements. Et on va remettre de l'argent dans nos restaurants, et on va remonter, ce que vous expliquiez très bien tout à l'heure, on va essayer de remonter le niveau de nos restaurants, pour ne plus faire ce qu'on a fait aux US pendant des années, la politique du bas prix et la bagarre à être celui qui était le plus économique, où là, qu'est-ce qu'on a récupéré? Excusez-moi, je ne veux pas être... Mais on a récupéré beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens. On a récupéré une clientèle qui n'avait pas les moyens. Et soit qui occupait nos restaurants, des sans-abri ou autres, qui occupaient nos restaurants. Donc les familles ne venaient plus parce qu'elles ne voulaient plus s'asseoir à côté de sans-abri. Les sans-abri qui étaient dans nos restaurants ne dépensaient pas d'argent. Ils prenaient à la nuit un verre d'eau gratuit et c'était tout. Donc c'était une catastrophe. Donc l'idée c'était de dire recréons des ambiances, recréons aussi une offre alimentaire qui réattire de nouveau les familles et remettons du service dans nos restaurants. Et en faisant ça, on a remonté les plateaux moyens, on parlait de business tout à l'heure, on a remonté en fait les plateaux moyens, donc les dépenses moyennes par personne. Et si vous voulez donner un comparatif,
Aujourd'hui, le plateau moyen dans le monde, enfin pas dans le monde, on va dire sur les pays occidentaux, c'est environ 5-6 euros par plateau, par transaction. En France, on est à plus de 11 euros. Et ce n'est pas que sur le prix des produits, c'est tout simplement parce que chaque transaction pèse plus lourd. Et donc faisant ça, comme vous le voyez aujourd'hui, la part des résultats amenés par les nouveaux restaurants est faible comparée à la part des résultats amenés sur les restaurants existants. Je fais un peu de pub pour mon département parce que mon département a été créé en fait ici en 2004. Cette idée de créer des synergies au travers des 43 pays européens et de définir une stratégie unique sur l'image et de la faire appliquer sur tous les pays, c'était en début 2004. À l'époque, là vous avez en fait le nombre de restaurants sur lesquels on a opéré des réinvestissements, aussi quelques nouvelles ouvertures. Et donc, vous voyez que depuis qu'on a démarré ces stratégies un peu d'alignement, si je peux dire, et de montée en gamme, l'intérêt de cette courbe, c'est surtout ça. C'est qu'on a vraiment convaincu nos exploitants qui, eux, investissent. Ce n'est pas la marque là qui investit, c'est nos exploitants. Nos exploitants qui, jusqu'alors, étaient en dessous, Makoko, c'est les restaurants gérés par la compagnie, étaient toujours en dessous, en fait, des investissements faits par la compagnie. À partir, vous voyez, de début 2005, ça explose. Et si nos exploitants ont confiance, parce que c'est quand même leur argent, ont confiance dans cette stratégie, je peux vous assurer que quelque part, eux aussi ils ne sont pas philanthropes, c'est que ça marche. Alors là, sur les 2 slides qui suivent, je voulais juste vous montrer un tout petit truc, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La satisfaction client, globalement, ça va, ça se passe pas trop mal, ça évolue plutôt bien. Entre 2007 et 2005, on gagne quelques points en France. Regardez ces 2 chiffres-là. Ce que nos clients disent sur l'attraction que constituent nos décors et leur côté confortable. En France, ça reste autour de 29, 27, 27%. Le côté un peu appealing, c'est-à-dire c'est l'envie de manger et de se sentir bien invité dans nos restaurants, 51%. Je prends le même exemple en Allemagne, qui a démarré plus tard son travail de montée en gamme, mais qui a accéléré plus fort que les Français. 61%, à comparer à 27. 66, comparé à 51. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un catalogue de décors standards. Donc les mêmes décors que vous avez à la Défense, vous les retrouvez en Allemagne. Tous ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, vous les retrouvez en Allemagne. Donc c'est pas que le décor. La grosse différence qui s'est passée en Allemagne, c'est les Allemands ont lancé une stratégie sur le McCafé. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc ces espaces où on vend du café et on décline une vraie gamme café qui n'est pas qu'un café à l'eau, qui est des cafés, des lattés, des cafés un peu plus recherchés, des pâtisseries. On a recréé un business, un segment en parallèle de l'activité core, de l'activité principale de McDo. En faisant ça, on a récupéré une gamme de clientèle qui ne venait jamais chez McDo. Certaines femmes, mères de famille, qui venaient passer un moment l'après-midi en attendant leurs enfants avant d'aller les récupérer à l'école, ou sur le chemin, on s'arrêtait prendre un 4 heures, ou bien aussi des hommes d'affaires qui venaient profiter, prendre un café, faire des réunions le matin dans l'espace du McCafé, en petit comité. On a vraiment créé un segment. Et c'est aujourd'hui, quand vous demandez aux Allemands, qui ont, encore une fois, réinvesti beaucoup dans l'ensemble du lieu, y compris sur les extérieurs, quand vous demandez aux Allemands, c'est quoi la différence aujourd'hui pour McDo, enfin chez McDo, ils vous parlent de McCafé. Ils ne vous parlent pas des décors, ils ne vous parlent pas des produits, ils ne vous parlent pas du service, ils vous parlent du McCafé. C'est assez phénoménal. En France, ça démarre plus timidement. On essaye, mais si je peux me permettre, et étant français, je peux le faire, je pense qu'on est trop timide. Les Allemands, ils ont eu une démarche beaucoup plus proactive. Ils ont lancé vraiment les chars. Ils ont défini la plateforme, et après... Non, mais c'est pas un mauvais jeu de mots, mais je voulais pas le faire. Hein, ça m'est sorti comme ça, excusez-moi. Non, je veux dire, ils ont vraiment avancé fort. Ils ont défini cette plateforme, ils l'ont étudiée sur un petit segment, et à partir du moment où ils ont vu que ça marchait, aujourd'hui, en 4 ans, ils ont ouvert 500 McCafé sur un parc de 1200 restaurants. C'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est la première marque, enfin, premier vendeur de café en Allemagne, devant Starbucks, devant tout le monde. En France, on a encore du temps avant de récupérer les petits cafés et les petites requêtes quartier. Hein, mais donc ça, c'est assez intéressant, parce que quand on parlait tout à l'heure de montée en gamme,
le fait de créer ces nouvelles poches et ces nouveaux segments, ça peut aider quand même pas mal. Le seul bémol, si je peux me permettre, que je peux mettre là-dessus, c'est qu'en niveau profit, c'est pas forcément là. Parce qu'on vend des produits plus chers, mais on en vend moins. On cannibalise, encore une fois, un petit peu les ventes qu'on fait à notre comptoir principal. Sur des produits, on a plus de marge. Donc, en rentabilité, c'est pas forcément la panacée. Mais en tout cas, au niveau de monter en gamme et de récupérer de nouveaux clients, ça marche. Un autre chiffre, et j'en arrêterai là avec les chiffres, que je voulais vous donner, c'est quand on parle de monter en gamme, il faut vraiment le faire. Il faut y aller. Et si on est un peu faible, un peu timide, un peu frileux, on dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et là, ce chiffre, il vous dit juste un truc qu'on a mesuré, et on le sait, on le mesure partout en Europe, je vous ai mis que le chiffre en France, mais on prend une poche de marché avec des restaurants qui sont montés en gamme. Entre une poche de marché où on a une grosse densité de restaurants qui a monté en gamme, et une poche de marché qui a peu de restaurants où on est monté en gamme, on a un écart de 7 points sur la satisfaction client. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, bien entendu, aux clients qui vont dans le mauvais restaurant à se comparer à celui qui va dans le bon, en moyenne sur la poche. Et quand vous voyez tout à l'heure les écarts de chiffres, c'est quand même assez important. Alors, on pourrait se satisfaire de ça, mais ce n'est pas le genre de la maison, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Et rien n'est gagné. Et puis, comme je vous disais en préambule, on n'est pas encore à faire des prix de Rome, donc il y a encore pas mal de boulot. Et premièrement, il faut retravailler, on a vu que ça marchait sur le McCafé, retravailler sur l'appétence, retravailler sur la mise en avant de la qualité et de la fraîcheur des produits. Bon, je suis sûr que dans cette salle, vous êtes encore à penser, ouais, McDo, les produits, c'est industriel, ceci, cela. Et si vous le pensez, c'est qu'on ne fait pas bien notre boulot, puisque c'est pas comme ça exactement. Donc, c'est légitime que vous le pensiez, et nous, on a du travail à faire. Il faut accroître la liberté d'action et de choix, ce que j'ai indiqué là, de nos clients. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et le service, l'évolution des services en général, les gens veulent contrôler ce qu'ils font et veulent avoir le choix et qu'on leur impose le moins de choses possible. Donc, comment on peut développer ça? Un des gros points noirs de l'expérience chez McDonald's, c'est le stress qu'a l'équipier quand il voit arriver une meute de clients au comptoir, et puis c'est le stress des clients qui sont devant le comptoir et qui ne savent pas quoi commander. Ce stress, il faut le réduire et retravailler l'insatisfaction générale. L'insatisfaction générale, c'est que vous êtes dans un magnifique restaurant, et la poubelle est pleine et dégueule, il y a une frite par terre, ça arrive chez McDo aussi et pas chez Quick, il y a tout un tas de petites choses, ça sent mauvais, ça sent l'huile de frite, l'équipe qui repasse juste à côté de vous, vous êtes en train de manger, elle nettoie la table. Il faut dégommer ces codes, ces petites insatisfactions, parce que ça nuit, et aujourd'hui, toutes les études sémiologiques qu'on a pu faire montrent c'est encore pire que si on n'avait rien fait. Parce qu'en fait, et notamment ça se mesure très fortement en France et en Allemagne, ça commence, en fait le client s'aperçoit qu'il n'est pas fou, il voit que l'enseigne a investi significativement et massivement. Mais qu'en même temps, on garde ces petits trucs qui nous polluent la vie de tous les jours. Le client, comme vous et moi, il ne comprend pas pourquoi cette marque, Futumarque, elle investit des millions, et puis qu'elle me laisse cette poubelle pourrie, ou ce sol qui est gras, ou cette odeur qui ne me satisfait pas. Et donc l'effet est encore pire que si on n'avait rien fait. Et on le mesure clairement. Les gens ressentent plus la mauvaise odeur dans un beau restaurant que dans un restaurant qui n'a pas été refait. Les gens mesurent plus la frite qui est par terre dans un beau restaurant que dans un restaurant qui est complètement pourri. Donc à nous de travailler là-dessus. Et puis enfin, développer les petits services qui facilitent la vie de tous les jours. Alors je vais aller très vite, mais on parlait d'appétence, parce que comme je disais tout à l'heure, la rue, elle est devant nous, elle est très loin devant. Tout ça, vous le voyez partout. Pas chez nous. Pas encore. Ça, la fraîcheur, la diversité, la customisation, ces notions d'appétence, vous le voyez partout. Alors nous, on y répond en partie avec la stratégie McCafé. Pour messieurs, j'ai peur que vous avez reconnu notre ambassadrice Heidi Klum. Elle est prise, mais... oui, pardon. Mannequin. Marié avec Seal, le chanteur noir américain. Donc, des espaces McCafé dont on parlait tout à l'heure, des vitrines qui sont en France un petit peu, je pourrais dire, si je peux me permettre, la durée. Et pour votre information, les produits qu'on vend dans nos vitrines McCafé en France, c'est les produits Paul. Mais moins cher que chez Paul. Sur la fraîcheur, notamment au niveau des salades et la customisation en fait, de certains espaces, et la transparence et au travers pour les cuisines, pour montrer à nos clients en fait que tout est ouvert
est visible. Nous faisons des tests actuellement, ça c'est un site qui a été fait en Allemagne, où on permet à nos clients de choisir leurs ingrédients, comme ça existe chez Jour ou chez Berthe ou autre. On essaye de travailler aussi sur la simplification du process de commande et la compréhension en fait, de notre offre alimentaire, avec une étape qui serait de communiquer à l'entrée du restaurant sur les gammes, au sens général, de communiquer un peu plus dans le détail sur on va dire on the go, pour aller jusqu'au comptoir, en direction du comptoir de commande, et avec, vous le voyez peut-être un petit peu ici, un système séparé entre la zone où on commande et la zone où on récupère les produits. Et la zone où on commande, on fait un système de commande assistée. C'est-à-dire que l'équipier et le client, je ne sais pas si j'ai une slide après là-dessus, non, je vais revenir là-dessus, pardon, l'équipier et le client partagent le même écran. Et donc l'équipier est à même de conseiller le client sur certains produits si celui-ci a envie d'en savoir un peu plus. La fraîcheur, je vais vite, je vous en ai déjà parlé. Alors sur la démarche générale, il faut absolument qu'on ait quelque chose de plus linéaire. Aujourd'hui, l'expérience du manière générale entre l'entrée dans le restaurant et la sortie, c'est vraiment des hauts et des bas, et puis des fois c'est vraiment des bas très très forts. Et la sortie, là, c'est pas une courbe au hasard, hein, très honnêtement. Hein. Là, c'est l'entrée au départ, vous êtes attiré, vous avez envie d'y aller. On ne vous pousse pas non plus à rentrer dans le restaurant, donc c'est normal qu'au niveau du plaisir, ça monte un peu. Mais dès que vous rentrez dans le restaurant, vous êtes pris par exemple par l'odeur, ou par la saleté, ou par le côté un peu bas de gamme du restaurant. Donc, l'expérience, elle tombe. Et puis par contre, bon, vous allez pour aller commander, donc là, vous commencez à avoir faim, donc le plaisir, il monte un peu. Et puis vous passez votre repas, ça se passe plutôt bien, ou des fois un peu mal. Et quand vous sortez, la dernière opération que vous faites, c'est vous jetez vos produits, et vous repartez avec vos mains sales, et vous prenez votre voiture, et voilà, avec votre sac, avec vos mains sales. On ne travaille pas à ça. Et quand même, la dernière personne que vous... Enfin, personne. Le dernier élément de l'enseigne que vous voyez, c'est la porte, mais dans certains cas, on a des portes coulissantes, mais c'est surtout la poubelle. Vous finissez avec la poubelle, c'est quand même extraordinaire. Donc, comme quoi, il y a quand même du boulot. Hein. C'est pas gagné encore. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la commande assistée. Donc ça fonctionne très très bien et les réactions clients sont très très positives. Les équipiers aussi apprécient parce que pendant très longtemps, on leur a interdit de parler aux clients. Et non, on est là pour bosser, prendre la commande, assembler le plateau, prendre l'argent du client et lui rendre la monnaie. Donc faites ça, déjà, ce sera très bien. Donc ils sont un peu multitâches. Et le fait d'être multitâche, pour certains, et souvent on a des jeunes, ça peut être un peu compliqué. Là, surtout quand ils n'ont jamais fait le boulot. Là, en fait, ils ne font que prendre de la commande. Et ils ne font que du service, que de l'explication. Vite, parce que vous l'avez vu. L'autre système, on est toujours pareil, un peu à courir après les autres, mais aujourd'hui, quand on voit le boom, le développement de l'utilisation des bornes de commande, ou d'enregistrement, ou de prise de tickets de train, ou même à la Sécu, il y a ça, donc c'est pour dire, on doit pouvoir nous aussi développer ça. Alors en France, c'est extrêmement développé. Il y a plus de 1000 bornes de prise de commande installées dans les restaurants français. Ça concerne à peu près 200-250 restaurants au jour d'aujourd'hui. Et avec, pareil, une satisfaction client qui est très très importante. Au niveau plateau moyen, on voulait parler chiffres, plateau moyen, le plateau moyen est plus important sur une commande à la borne qu'une commande au comptoir. Par contre, le temps de commande est plus long. Mais le client ne le sent moins puisque c'est lui qui gère sa commande. Je vous ai mis le Wi-Fi parce que bon, en France et notamment à Paris, c'est une stratégie. Aujourd'hui, 60-65% des restaurants en Europe sont free Wi-Fi. Ça se fait un peu partout. Ce qui va arriver bientôt, on a vu des bandes de commande tout à l'heure, ce qui va arriver en France en test l'année prochaine, c'est la prise de commande par Internet ou par téléphone. Donc vous passerez votre commande, vous choisirez le restaurant, vous allez récupérer vos produits. Vous aurez un code génétique, si on peut dire. Vous vous présenterez à une borne comme ça. Soit vous aurez prépayé via votre... on fait un test avec Bouygues Télécom. Soit vous aurez prépayé avec votre téléphone. Soit au contraire, vous ne voulez pas prépayer. Vous voulez juste préparer votre commande. Vous arriverez à cette borne. Vous taperez le code qui vous sera envoyé par retour SMS suite à votre commande. Et vous paierez votre commande et vous récupérez vos produits. Ça peut être intéressant pour les familles, pour les mamans qui rentrent du boulot et qui passent prendre le repas pour leurs enfants.
ou pour les emmener au sport, par exemple, c'est une demande forte des parents à ce niveau-là, ou le groupe qui a une commande un peu standard, ou qui a préparé sa commande au bureau, et elle envoie quelqu'un aller récupérer les produits, la personne arrive, hop, elle paye, et elle récupère ses produits. Je vais aller vite là sur ça. C'est un point qui reste, c'est vraiment la dernière partie de la réflexion de la montée en gamme, c'est vraiment d'avoir en tête que chaque détail compte. On en parlait tout à l'heure sur la poubelle. Il faut absolument que chaque élément pour nous, que chaque élément en fait du lieu nous appartienne. Alors là, je vais vous donner un exemple, c'est des chaises, des fauteuils qu'on a dessinés que pour nous. D'autres types de mobilier, vous ne trouvez pas ça dans le commerce, c'est que pour nous. Un élément de promotion des kits Happy Meal, des repas pour enfants, les plateaux, on travaille sur des nouveaux plateaux que vous devriez avoir très prochainement dans l'instant, pareil, qui soient avec des matériaux recyclés, les nouvelles chaises bébés, qui intégreront aussi, comme vous voyez, donc un plateau à l'arrière pour que la maman n'ait pas à jongler entre la chaise bébé et son plateau, des points d'information, où on va donc offrir à nos clients en fait, toutes les informations nécessaires et tous les journaux gratuits. Un petit détail, on a beaucoup de nos clients qui, paradoxalement, mangent dans leur voiture. C'est énervant d'avoir investi des millions dans un restaurant et puis en fait, les gens mangent dans leur voiture. Enfin, ils passent au drive, ils se mettent sur le parking, ils mangent. Vous le faites peut-être, moi aussi je le fais. Bon, je ne le dis pas, mais je le fais. Et en fait, donc, qu'est-ce qu'on fait après de son sac? Il faut qu'on sorte de sa voiture, mais il pleut, alors on va le garder, on ne va pas sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On invente une poubelle qui fonctionne comme au drive. La personne va venir, comme j'ai vu la Poste faisait ça, ils ont fait des boîtes aux lettres drive. Auchan fait un système de borne aussi comme ça de récupérer ses produits drive. Et ben nous on a fait une poubelle drive. On arrive, il y a deux principes en test aujourd'hui, un avec une cellule, et donc le clapet s'ouvre automatiquement, et un carrément sans clapet, et de votre fenêtre vous jetez votre paquet. Pour l'instant vous récupérez pas de courrier dans ces poubelles. Pas encore. C'est pour ça qu'elles sont noires. Pas encore, mais ça va être... Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'expérience consommateur, j'en ai parlé, ce qu'on essaye tous d'avoir, en fait, c'est ça, et à la fin, c'est juste de se dire que ce qu'on veut, c'est rester avoir une expérience qui soit simple, agréable, et puis facile pour tous. Voilà, merci beaucoup.